Le 23 août 2000, dans une petite rue tranquille du quartier de la Croix-Rousse à Lyon, Amélie Fontaine commence les rénovations de sa nouvelle maison. C'est une bâtisse modeste des années 70, qu'elle a achetée à un prix intéressant précisément parce qu'elle nécessite beaucoup de travaux. En arrachant le vieux papier peint du sous-sol, elle découvre quelque chose qui fait glacer son sang, un dessin d'enfant, tracé directement sur le mur en crayon de couleur. Le dessin montre une maison avec deux silhouettes à l'intérieur et une petite silhouette à l'extérieur derrière ce qui ressemble à un mur. En haut du dessin, écrit d'une écriture enfantine maladroite, elle peut lire « Julien est ici ». Amélie ne le sait pas encore, mais ce dessin va rouvrir l'une des affaires les plus troublantes de Lyon, des années 80. La disparition inexpliquée de Julien Mercier, un enfant de 8 ans qui s'est volatilisé lors du déménagement de sa famille en août 1983, exactement 17 ans plus tôt. Comment un dessin peut-il rester caché pendant près de 2 décennies dans une maison qui a été minutieusement fouillée par la police? Et surtout, que révèle vraiment ce message énigmatique tracé par la main d'un enfant disparu? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon était 1983. La France vit une période de transformation. François Mitterrand est président depuis 2 ans et la société française traverse des changements importants. Dans le quartier de la Croix-Rousse, la vie suit son rythme habituel. Ce quartier populaire, historiquement lié aux canuts, les ouvriers de la soie, conserve encore son caractère authentique malgré les premières vagues de gentrification. La famille Mercier habite depuis 5 ans au numéro 47 de la rue des Tables Claudiennes, une petite rue en pente typique du quartier. Claire Mercier, 32 ans, enseigne le français au collège municipal. Marc Mercier, 35 ans, travaille comme ingénieur civil pour une entreprise de construction. Leur fils unique, Julien, vient de fêter ses 8 ans en juin. C'est un enfant calme, peut-être un peu trop solitaire selon certains voisins, qui passent beaucoup de temps à dessiner. Les Mercier forment une famille ordinaire de classe moyenne. Ils vivent modestement mais confortablement. Claire est décrite par ses collègues comme une femme organisée, méthodique, parfois un peu anxieuse. Marc, plus décontracté, compense l'anxiété de sa femme par un optimisme naturel. Leur relation semble solide, sans histoire. Les disputes sont rares et discrètes. Julien est un élève moyen, ni brillant ni en difficulté. Il préfère les activités solitaires aux jeux de groupe, ce qui inquiète parfois Claire, mais son médecin l'a rassuré. Certains enfants sont simplement plus introvertis que d'autres. En avril 1983, Marc obtient une promotion importante. Sa société lui propose de superviser un grand projet de construction à Grenoble, avec une augmentation de salaire substantielle. C'est l'opportunité professionnelle qu'il attendait. Après plusieurs discussions familiales, les Mercier décident de déménager. Claire parvient à obtenir une mutation dans un collège de Grenoble pour la rentrée de septembre. Tout semble s'aligner parfaitement. Ils trouvent un appartement plus grand à Grenoble, dans le quartier de Malherbe, près du centre-ville. Un 3 pièces lumineux au 2e étage d'un immeuble récent, avec une chambre pour Julien nettement plus spacieuse que celle qu'il a à Lyon. Le loyer est légèrement plus élevé, mais avec le nouveau salaire de Marc, c'est gérable. Il prévoit de déménager fin août, juste avant la rentrée scolaire. Les voisins de la rue des Tables Claudiennes ont des souvenirs précis de cette période. Madame Agnès Durand, qui habitait au numéro 45, se rappelle avoir vu les cartons s'accumuler dans la maison des Mercier pendant plusieurs semaines. Claire était très organisée, raconte-t-elle des années plus tard aux enquêteurs. Elle étiquetait tout, faisait des listes. Je me souviens qu'elle m'avait dit qu'elle voulait que tout soit parfait pour le nouveau départ de la famille. Monsieur Laurent Garnier, propriétaire de l'épicerie au coin de la rue, se souvient de Julien venant acheter des bonbons dans les jours précédant le déménagement. Le petit ne semblait pas particulièrement triste de partir, confie-t-il. Il m'a même dit qu'il allait avoir une plus grande chambre et qu'il pourrait afficher plus de dessins sur les murs. Le printemps et l'été passent. Les Mercier organisent méthodiquement leur déménagement.
Il décide de le faire en 2 temps. Marc doit commencer son nouveau poste le 1er septembre, donc il part installer les meubles essentiels à Grenoble le week-end du 20 août. Claire et Julien resteraient à Lyon pour finaliser les derniers cartons et nettoyer la maison, puis rejoindraient Marc le 23 août avec l'aide d'une petite société de déménagement pour transporter ce qui reste. C'est un plan logique, économique, qui évite de payer une grosse société de déménagement pour tout faire en une seule fois. Beaucoup de familles procèdent ainsi. Personne ne pouvait imaginer que cette décision pratique aurait des conséquences tragiques. Lundi 22 août 1983. La chaleur est étouffante à Lyon. Les températures atteignent 33 degrés, inhabituellement élevées même pour un mois d'août. Claire se réveille tôt, vers 6 heures du matin. Elle a peu dormi. L'anxiété du déménagement la tient éveillée depuis plusieurs nuits. Marc est déjà à Grenoble depuis le samedi. Il a appelé la veille pour confirmer que l'appartement est prêt, que les meubles principaux sont installés, que tout va bien. La maison de la rue des Tables Claudiennes ressemble à un champ de bataille. Des cartons partout, certains déjà fermés et empilés près de la porte d'entrée, d'autres encore ouverts avec des objets à trier. Le réfrigérateur est presque vide, il mange depuis une semaine les restes et des plats préparés. Claire a prévu de nettoyer la maison aujourd'hui, après avoir fini les derniers cartons. Demain matin, les déménageurs viendront à 9 heures pour charger ce qui reste, puis ils prendront la route vers Grenoble. Julien se réveille vers 8 heures. Claire lui prépare le petit déjeuner dans la cuisine encombrée. Des tartines avec de la confiture et un bol de lait. Elle remarque que son fils est particulièrement silencieux ce matin-là, mais elle attribue cela au bouleversement du déménagement. « Tu verras, tu vas aimer Grenoble », lui dit-elle en ébouriffant ses cheveux châtains. « Et papa nous attend. » Vers 9h30, Claire demande à Julien de ranger ses derniers jouets dans un carton marqué « Chambre Julien ». Le garçon obéit et monte à l'étage. Claire l'entend marcher dans sa chambre, ouvrir et fermer des tiroirs. Elle continue de son côté à emballer la vaisselle dans la cuisine, enveloppant chaque assiette dans du papier journal. À 10h45, le téléphone sonne. C'est Marc qui appelle d'une cabine téléphonique près de l'appartement à Grenoble pour savoir si tout se passe bien. Claire lui confirme que oui, qu'ils sont dans les temps, que les déménageurs viendront le lendemain matin comme prévu. La conversation dure environ 5 minutes. Marc semble détendu, heureux. Il dit qu'il a hâte de les revoir, qu'il a acheté des pizzas surgelées pour le dîner de demain soir. Après avoir raccroché, Claire monte voir Julien. Elle le trouve dans sa chambre, assis par terre, en train de dessiner sur une feuille. « Tu n'as pas fini de ranger tes jouets ?» demande-t-elle, avec une pointe d'agacement dans la voix. Julien lève les yeux vers elle, hoche la tête et répond « Je finis mon dessin et après je range, maman. » Claire redescend, décidant de ne pas insister. Elle a tant de choses à faire elle-même. Vers 11h30, Claire descend au sous-sol pour vérifier ce qui reste à emballer. Le sous-sol de la maison n'est pas très grand, environ 15 mètres carrés, avec un plafond bas et une petite fenêtre qui donne sur la rue. C'est là qu'ils entreposaient les vélos, les outils de Marc, quelques vieilles valises. Elle passe environ 20 minutes à trier ce qui doit être emporté ou jeté. Quand elle remonte, vers 11h50, la maison est silencieuse, trop silencieuse. « Julien » appelle-t-elle. Pas de réponse. Elle monte rapidement à l'étage. La chambre de Julien est vide. Le carton de jouets est à moitié rempli. La feuille sur laquelle il dessinait est restée sur le sol avec des crayons de couleur éparpillés. Claire sent une première vague d'inquiétude, mais se raisonne immédiatement. Julien est peut-être sorti dans le petit jardin derrière la maison. Elle sort par la porte de la cuisine. Le jardin, une bande de terre d'environ 30 mètres carrés avec quelques arbustes, est désert. « Julien !» crie-t-elle plus fort cette fois. « Toujours rien !» Elle retourne dans la maison, vérifie toutes les pièces, même celles où il n'y a aucune raison qu'il soit. La salle de bain, sa propre chambre, le débarras. Elle redescend au sous-sol, pensant qu'il est peut-être venu la chercher pendant qu'elle remontait et qu'ils se sont croisés. Le sous-sol est vide, son cœur commence à battre plus vite. Il est midi. Claire sort devant la maison.
La rue est calme, comme d'habitude à cette heure. Elle aperçoit Madame Durand qui rentre de ses courses. « Vous n'avez pas vu Julien ?» lui demande Claire, essayant de garder un ton calme. Madame Durand secoue la tête. « Non, je ne l'ai pas vu ce matin. Il y a un problème ?» Claire ne répond pas et retourne dans la maison. Elle vérifie une nouvelle fois toutes les pièces, les placards, même les endroits où un enfant de 8 ans ne pourrait pas se cacher. Elle appelle à nouveau « Julien, ce n'est pas drôle, sors de ta cachette !» Mais elle sait déjà au fond d'elle que ce n'est pas un jeu. À 12h20, après avoir cherché pendant 30 minutes, Claire décide d'appeler la police. Sa voix tremble quand elle explique la situation à l'agent qui lui répond « Mon fils a disparu. Il était dans sa chambre il y a 1 heure et maintenant je ne le trouve plus. Il a 8 ans. Il ne sort jamais seul. Quelque chose ne va pas. » Les policiers arrivent à 12h50. 2 agents en uniforme, le brigadier Alain Chevalier et l'agent Sylvie Blanc. Ils commencent par les questions standards, description de Julien, ce qu'il portait, quand Claire l'a vu pour la dernière fois. Julien mesure 1,28 m, pèse environ 28 kilos, a des cheveux châtains mi-longs et des yeux marrons. Il portait ce matin-là un t-shirt rouge avec un dessin de Mickey Mouse, un short en jean bleu et des baskets blanches. Les agents fouillent méthodiquement la maison. Ils interrogent les voisins. Personne n'a vu Julien sortir. Personne n'a entendu de cris ou remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Monsieur Garnier, l'épicier, confirme qu'il n'a pas vu le garçon ce matin. La rue des Tables Claudiennes est petite, avec seulement 17 maisons. Quelqu'un aurait dû voir quelque chose. À 15h, le commissaire François Leblanc arrive sur place. C'est un homme de 48 ans, avec 25 ans d'expérience dans la police lyonnaise. Il a traité des dizaines de disparitions d'enfants au cours de sa carrière, et il sait que les premières heures sont cruciales. Il ordonne une recherche plus large. Tous les agents disponibles sont mobilisés pour ratisser le quartier. Marc est contacté à Grenoble. Il prend immédiatement sa voiture et roule à tombeau ouvert vers Lyon, arrivant vers 16h30. Il est livide, en état de choc. « Qu'est-ce qui s'est passé? Où est mon fils ?» répète-t-il sans cesse, incapable de comprendre comment Julien peut avoir disparu de sa propre maison en plein jour. Les recherches se poursuivent jusqu'à la tombée de la nuit. Des dizaines de policiers, des pompiers, des voisins volontaires ratissent le quartier, les parcs environnants, les berges de la Saône qui coulent non loin. Ils vérifient les caves des immeubles voisins, les cours intérieures, les garages. Rien. Le soir venu, Julien Mercier n'a toujours pas été retrouvé. Claire et Marc passent leur première nuit sans leur fils, incapables de dormir, assis dans leur cuisine encombrée de cartons, attendant un appel, un signe, n'importe quoi. Le déménagement prévu pour le lendemain est évidemment annulé. Leur nouvelle vie à Grenoble semble soudain absurdement lointaine. Plus rien n'a d'importance, sauf retrouver Julien. Les jours suivant la disparition de Julien se transforment en un cauchemar interminable pour les Mercier. L'enquête s'intensifie immédiatement. Le commissaire Leblanc coordonne les opérations avec méthode. Toutes les personnes ayant un casier judiciaire dans un rayon de 50 km, particulièrement celles condamnées pour des crimes contre les enfants, sont interrogées et leurs alibis vérifiés. Aucune piste concrète n'émerge. Les premiers jours, l'espoir subsiste. Les statistiques montrent que la majorité des enfants disparus sont retrouvés dans les 48 premières heures. Mais 48 heures passent. Puis 72, une semaine. Julien reste introuvable. La maison de la rue des Tables Claudiennes est fouillée de fond en comble par les techniciens de la police scientifique. Ils examinent chaque recoin, soulèvent les lattes du parquet, vérifient les conduits d'aération. Dans le sous-sol, ils prélèvent des échantillons de terre, examinent les murs, testent les traces éventuelles. Rien d'anormal n'est détecté. La chambre de Julien est minutieusement inspectée. Le dessin inachevé sur lequel il travaillait le matin de sa disparition est collecté comme pièce à conviction. Il représente une maison simple, comme celle que dessinent tous les enfants. Les enquêteurs s'intéressent évidemment à l'entourage familial. Les statistiques sont implacables. Dans la majorité des cas de disparition d'enfants,
un membre de la famille, est impliqué. Claire et Marc sont interrogés séparément, longuement. Leurs témoignages sont analysés, comparés, vérifiés. Le commissaire Leblanc les observe attentivement, cherchant les incohérences, les signes de dissimulation. Il ne trouve rien. La douleur de Claire semble authentique, tout comme le désespoir de Marc. Les voisins sont interrogés à nouveau. Madame Durand raconte qu'elle a vu Claire sortir précipitamment de la maison vers midi, qu'elle avait l'air paniquée. Monsieur Henri Legrand, qui habite au numéro 49 et travaille de nuit, déclare qu'il dormait ce matin-là et n'a rien entendu d'inhabituel. Madame Sophie Carton, au numéro 51, affirme qu'elle faisait sa lessive et écoutait la radio, donc elle n'a pas particulièrement prêté attention à ce qui se passait dehors. La théorie d'un enlèvement par un inconnu est privilégiée, mais pose d'énormes problèmes logiques. Comment quelqu'un aurait-il pu entrer dans la maison en plein jour, enlever un enfant de 8 ans sans qu'il crie, sans que Claire entende quoi que ce soit, alors qu'elle était juste au sous-sol? La porte d'entrée était fermée mais non verrouillée, comme souvent pendant un déménagement. La porte de derrière, donnant sur le jardin, était également fermée. Aucune trace d'effraction n'est relevée. Pourrait-il s'agir d'une fugue? À 8 ans, Julien aurait-il pu décider de partir seul? Les psychologues consultés estiment que c'est peu probable. Julien n'avait aucun endroit où aller, aucune raison apparente de fuir. Il n'avait pas d'argent sur lui, n'avait pris aucun vêtement. De plus, plusieurs témoins du quartier, interrogés dans les jours suivants, affirment n'avoir vu aucun enfant seul dans les rues ce lundi matin. Marc, qui devait commencer son nouveau poste le 1er septembre, informe son employeur qu'il ne peut évidemment pas prendre ses fonctions. L'entreprise se montre compréhensive et lui accorde un congé sans limite de durée. Claire contacte le collège de Grenoble pour annuler sa mutation. Le rêve de leur nouvelle vie s'est volatilisé avec Julien. Ils ne peuvent pas non plus rester indéfiniment rue des Tables Claudiennes. La maison est à moitié vidée, l'atmosphère y est devenue insupportable. Chaque pièce leur rappelle l'absence de leur fils. Début septembre, après 2 semaines de cauchemar, ils décident finalement de déménager à Grenoble comme prévu. Cette décision leur vaut des critiques de certains voisins qui y voient une forme d'abandon, mais leur avocat et les psychologues les encouragent. Rester dans cette maison reviendrait à se fossiliser dans le traumatisme. Ils louent la maison de Lyon plutôt que de la vendre, au cas où Julien reviendrait, au cas où il aurait besoin de retrouver son ancienne adresse. Le locataire qui s'y installe en octobre 1983, M. Gérard Arnaud, un professeur de mathématiques célibataire, est informé de la situation. Il accepte de prévenir immédiatement les Mercier si quoi que ce soit d'inhabituel se produit. À Grenoble, Claire et Marc tentent de reconstruire une vie normale, mais c'est impossible. Claire ne reprend pas l'enseignement. Elle ne peut pas imaginer se retrouver face à des enfants de l'âge qu'aurait eu Julien. Marc retourne travailler après 1 mois, mais ses collègues le décrivent comme un homme changé, éteint, accomplissant ses tâches de manière mécanique. Les mois passent. L'enquête continue, mais les pistes se raréfient. Le commissaire Leblanc ne renonce pas. Il constitue un dossier volumineux, interroge des dizaines de personnes, vérifie et revérifie chaque détail. Des avis de recherche avec la photo de Julien sont diffusés dans toute la France. Plusieurs signalements arrivent. Un enfant qui ressemble à Julien aperçu à Marseille, un autre à Strasbourg, un 3e à Paris. Chaque piste est vérifiée minutieusement. Aucune ne se concrétise. Année après année, les Mercier vivent dans les limbes. Ils ne peuvent ni faire leur deuil, puisqu'il n'y a aucune preuve que Julien soit mort, ni retrouver une vie normale, puisqu'ils ne savent pas ce qui lui est arrivé. Claire développe des troubles anxieux sévères. Marc commence à boire, d'abord discrètement, puis de plus en plus. Leur couple, autrefois solide, se fissure sous le poids du traumatisme. En 1988, 5 ans après la disparition, ils se séparent. Ce n'est pas une rupture brutale, plutôt une lente désagrégation. Ils ne se disputent même pas. Ils n'ont simplement plus rien à se dire. Chacun porte son deuil impossible d'une manière différente, et ces manières sont devenues incompatibles. Claire reste à Grenoble. Marc déménage à Annecy où il trouve un nouveau poste d'ingénieur.
À Lyon, la maison de la rue des Tables Claudiennes change de locataire plusieurs fois. Monsieur Arnaud y reste jusqu'en 1987. Puis c'est une jeune famille qui s'y installe, les Lambert, avec 2 enfants. Il reste 3 ans avant de partir pour des raisons professionnelles. En 1991, un couple de retraités, les Blancs, loue la maison. Aucun de ses locataires ne signale quoi que ce soit d'inhabituel. Le commissaire Leblanc prend sa retraite en 1994. Il transmet le dossier de Julien Mercier à son successeur, mais l'affaire est désormais classée dans les cold cases, ces enquêtes sans résolution qu'on ne ferme jamais vraiment, mais qu'on n'active plus. Le dossier dort dans les archives du commissariat du 3e arrondissement. Au fil des années, les Mercier vieillissent dans leurs douleurs respectives. Claire ne s'est jamais remariée, n'a jamais eu d'autre enfant. Comment pourrait-elle? Marc a tenté une relation dans les années 90, mais ça n'a pas duré. L'ombre de Julien est trop présente. Chaque 22 août, l'anniversaire de la disparition, il s'appelle. Pas pour parler vraiment, juste pour s'assurer que l'autre est toujours là, que l'autre se souvient. Les habitants de la rue des Tables Claudiennes, ceux qui étaient là en 1983, se souviennent encore. Madame Durand, qui a maintenant 70 ans, pense parfois à ce petit garçon aux cheveux châtains qui aimait dessiner. Monsieur Garnier a fermé son épicerie en 1996 pour prendre sa retraite, mais il se rappelle du dernier paquet de bonbons qu'il a vendu à Julien. En 1998, le couple Blanc décide de ne pas renouveler leur bail. La maison reste vide pendant quelques mois. Marc, qui est toujours officiellement propriétaire, bien que le prêt ne soit toujours pas remboursé, envisage de la vendre. Après 15 ans, il commence à accepter que Julien ne reviendra jamais. Mais Claire s'y oppose fermement. « C'est sa maison », insiste-t-elle au téléphone. « Si on la vend, c'est comme si on l'effaçait. » Marc cède et remet la maison en location. C'est ainsi qu'en mars 2000, Amélie Fontaine, une jeune architecte de 30 ans qui vient d'être embauchée par un cabinet lyonnais, visite la maison. Elle cherche quelque chose à acheter plutôt qu'à louer, quelque chose qu'elle peut rénover à son goût. La maison de la rue des Tables Claudiennes est parfaite. Abordable car elle nécessite des travaux dans un quartier qu'elle apprécie, avec un potentiel évident. Elle fait une offre à Marc, qui l'accepte. La vente est finalisée en mai 2000. Amélie a bien sûr été informée de l'histoire de la maison. Le notaire a l'obligation légale de le mentionner. Un enfant a disparu ici en 1983, lui a-t-il dit. L'affaire n'a jamais été résolue. Amélie, pragmatique, n'est pas superstitieuse. Elle voit surtout une maison avec du potentiel et un bon prix. Elle commence les travaux en juillet. Le mercredi 23 août 2000, exactement 17 ans jour pour jour, après la disparition de Julien Mercier, Amélie Fontaine attaque la rénovation du sous-sol. C'est l'une des dernières pièces qu'elle doit remettre en état. Elle a déjà refait le rez-de-chaussée et l'étage, modernisant la cuisine, rénovant la salle de bain, repeignant toutes les chambres. Le sous-sol était moins urgent, elle l'a donc laissé pour la fin. Le sous-sol n'a pratiquement pas changé depuis 1983. Les murs sont recouverts d'un vieux papier peint beige décoloré, probablement posé dans les années 70. Le plafond est bas, à peine 2 mètres de hauteur. La petite fenêtre qui donne sur la rue est encrassée. Amélie a prévu de retirer entièrement le papier peint, de traiter l'humidité qui a créé des moisissures dans un coin, puis de repeindre avec une peinture claire pour donner une impression d'espace. Elle commence vers 9 heures du matin. La journée s'annonce chaude, mais le sous-sol reste frais. Elle porte un vieux jean, un t-shirt qu'elle ne craint pas d'abîmer et des gants de protection. Armée d'une spatule et d'un produit pour décoller le papier peint, elle s'attaque au mur ouest. Le papier peint résiste. Il a été collé il y a probablement 30 ans, l'adhésif s'est durci avec le temps. Amélie doit griffer, tirer, arracher morceau par morceau. C'est un travail fastidieux et salissant. Des bouts de papier tombent sur le sol, soulevant de la poussière qui la fait tousser. Vers 11 heures, elle a dégagé environ la moitié du mur ouest. C'est à ce moment qu'elle remarque quelque chose d'inhabituel. Sous le papier peint, sur le mur nu en béton, il y a des marques de couleur. Au début,
Elle pense que c'est juste de la peinture qui a transpercé le papier au fil des ans, mais en regardant de plus près, elle réalise que ce sont des traits de crayon de couleur. Intriguée, Amélie accélère son travail, retirant le papier peint avec plus d'attention dans cette zone précise. Progressivement, un dessin apparaît. Un dessin d'enfant, tracé directement sur le béton. Elle sent son pouls s'accélérer. Après 20 minutes de travail minutieux, le dessin est entièrement visible. C'est clairement le dessin d'un enfant, avec les proportions maladroites et les couleurs vives caractéristiques. Il représente une maison vue de l'extérieur, avec un toit triangulaire rouge, des murs jaunes, 2 fenêtres carrées et une porte marron. À l'intérieur de la maison, visible à travers les fenêtres, il y a 2 silhouettes dessinées en forme de bâton. Un adulte plus grand et un adulte moyen. À l'extérieur de la maison, sur le côté droit du dessin, il y a une petite silhouette, également en forme de bâton, derrière ce qui ressemble à un mur ou une barrière tracée en gris. Mais ce qui glace vraiment le sang d'Amélie, ce sont les mots écrits en haut du dessin, en lettres capitales tracées maladroitement au crayon bleu. « Julien est ici ». Amélie recule, sa spatule lui échappant des mains et tombant sur le sol avec un bruit métallique. Son cœur bat à tout rompre. Elle connaît l'histoire de Julien Mercier. Le notaire le lui a raconté. Elle sait qu'un enfant a disparu de cette maison. Mais elle n'a jamais vraiment pensé à cette histoire comme à quelque chose de réel, de tangible. C'était une information historique, presque abstraite. Maintenant, elle a sous les yeux un message laissé par cet enfant disparu. Un message qui est resté caché pendant 17 ans derrière du papier peint. Ses mains tremblent. Elle sort du sous-sol, remonte au rez-de-chaussée, prend son téléphone portable sur la table de la cuisine. Que doit-elle faire? Appeler qui? La police? Elle hésite un moment, se demandant si elle n'exagère pas l'importance de cette découverte. Mais non, c'est clairement significatif. Un enfant qui a disparu a laissé un dessin indiquant « Julien est ici ». Il faut que quelqu'un voie ça. Elle compose le numéro de la police municipale. Une opératrice lui répond. Amélie explique tant bien que mal la situation. Elle rénove une maison où un enfant a disparu il y a 17 ans. Elle vient de découvrir un dessin de cet enfant caché derrière du papier peint. Le dessin contient un message troublant. L'opératrice, d'abord un peu dubitative, finit par prendre la situation au sérieux quand Amélie mentionne l'affaire Julien Mercier. « Ne touchez à rien !» lui dit l'opératrice. « Des agents vont venir. » 40 minutes plus tard, 2 policiers arrivent. Un jeune agent, Maxime Roche, qui ne devait même pas être né en 1983, et une brigadière plus expérimentée, Nathalie Arnoux, qui a environ 45 ans. Amélie les conduit au sous-sol et leur montre le dessin. Les 2 policiers examinent le mur en silence. « C'est effectivement troublant », finit par dire Nathalie Arnoux. « Il faut faire venir la scientifique et prévenir les enquêteurs qui s'occupèrent de l'affaire. » Elle prend des photos avec son appareil numérique, puis remonte passer des appels radio. Dans l'heure qui suit, le sous-sol se transforme en scène d'investigation. Des techniciens de la police scientifique arrivent avec leur matériel. Ils photographient le dessin sous tous les angles, prélèvent des échantillons du crayon de couleur, examinent minutieusement le mur autour. Un détective de la brigade criminelle, le lieutenant Julien Renard, un homme d'une 50aine d'années avec des cheveux grisonnants, supervise les opérations. Le lieutenant Renard n'était pas en poste en 1983, mais il connaît l'affaire Mercier. C'est l'un de ces cold cases qu'on mentionne parfois dans le commissariat, une légende locale d'une certaine manière. Un enfant volatilisé en plein jour sans laisser de traces. Il demande qu'on lui apporte le dossier complet depuis les archives. Pendant ce temps, des questions se bousculent dans la tête de tout le monde. Comment ce dessin a-t-il pu rester caché pendant 17 ans? La maison a été fouillée de fond en comble après la disparition. Pourquoi personne n'a-t-il retiré ce papier peint pour examiner les murs nus? Et surtout, que signifie vraiment ce dessin? Julien est ici. Est-ce que l'enfant indiquait qu'il se cachait quelque part dans la maison? Est-ce qu'il demandait de l'aide? Le soir même, le 23 août 2000, Claire Mercier reçoit un appel téléphonique qui va bouleverser à nouveau sa vie.
Elle est dans son petit appartement de Grenoble, en train de préparer un dîner qu'elle ne mangera probablement pas. Chaque 23 août est difficile, mais celui-ci, le 17e anniversaire de la disparition, semble particulièrement lourd. Elle a pris un cachet pour dormir, espérant simplement que cette journée se termine. Le téléphone sonne vers 19h30. C'est le lieutenant Renard. Il se présente, explique qu'il travaille sur les cold cases au commissariat du 3e arrondissement de Lyon. « Madame Mercier, dit-il d'une voix aussi douce que possible, nous avons découvert quelque chose aujourd'hui dans votre ancienne maison. Un dessin fait par votre fils, caché derrière du papier peint dans le sous-sol. » Claire s'assoit brusquement. Le monde vacille autour d'elle. Un dessin? Quel genre de dessin? Le lieutenant Renard lui décrit ce qui a été trouvé, choisissant ses mots avec précaution. Quand il mentionne les mots « Julien est ici », Claire laisse échapper un sanglot. 17 ans de douleur refoulée remontent d'un coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est mon fils? Est-ce qu'il était dans cette maison tout ce temps? Nous ne savons pas encore, madame, répond Renard. Nous allons faire des investigations complémentaires. J'aurai besoin de vous poser quelques questions, si vous vous en sentez capable. Des questions sur cette journée en 1983. Claire accepte de venir à Lyon le lendemain. Elle appelle ensuite Marc à Annecy. La conversation est brève, tendue. Marc, qui avait commencé à reconstruire sa vie après tant d'années, sent toute sa douleur revenir. « Je viens aussi », dit-il simplement. Le lendemain matin, jeudi 24 août, l'équipe du lieutenant Renard retourne rue des Tables Claudiennes avec du matériel plus spécialisé. Ils ont obtenu un mandat pour effectuer des investigations poussées. L'objectif est double. Comprendre la signification du dessin et déterminer si Julien pourrait avoir été caché quelque part dans la maison sans que personne ne le trouve pendant l'enquête initiale. Un chien spécialisé dans la détection de restes humains est amené sur les lieux. Le maître chien, un homme expérimenté nommé Patrick Gaillard, explique que son chien peut détecter des traces de décomposition même des années après les faits. Amélie Fontaine, qui a dû quitter temporairement sa maison pour permettre les investigations, attend dehors avec d'autres voisins curieux. La rue des Tables Claudiennes n'a pas connu une telle agitation depuis 1983. Le chien explore méthodiquement chaque pièce de la maison. Il renifle les sols, les murs, les placards. Dans le sous-sol, il montre un intérêt particulier pour le coin nord-est, là où il y a des traces d'humidité et de moisissure. Mais après plusieurs passages, il ne donne pas d'alerte franche. « Il y a peut-être quelque chose », dit Patrick Gaillard, mais ce n'est pas concluant. L'humidité peut perturber son odorat. L'équipe décide de sonder les murs et le sol du sous-sol avec un radar à pénétration de sol. Une technologie qui n'était pas disponible en 1983. Le technicien, un jeune homme nommé Lucas Martin, passe lentement l'appareil sur chaque section. Sur l'écran de contrôle, des lignes et des formes apparaissent, représentant la structure interne du bâtiment. « Là, dit-il soudain, pointant l'écran, il y a une anomalie. C'est dans le coin nord-est du sous-sol, exactement là où le chien a montré de l'intérêt. Le radar indique ce qui pourrait être une cavité ou un remplissage différent du béton environnant, à environ 1 mètre de profondeur sous le sol actuel. Le lieutenant Renard prend une décision. Il faut creuser. Une équipe de démolition est appelée. Amélie Fontaine, informée par téléphone, donne son accord malgré le coût et les dégâts que cela va occasionner à sa rénovation. Comment pourrait-elle refuser? Pendant ce temps, Claire et Marc arrivent à Lyon dans la matinée. Ils se retrouvent pour la première fois depuis plus d'1 an dans le hall du commissariat du 3e arrondissement. Leur rencontre est chargée d'émotions contradictoires. La douleur partagée, la culpabilité mutuelle, qu'ils ont toujours ressentie, et maintenant une lueur d'espoir terrifiante. Peut-être vont-ils enfin savoir. Le lieutenant Renard les reçoit dans son bureau. Il leur montre des photos du dessin. Claire pleure en le voyant. « C'est son écriture, dit-elle en tremblant. Regardez le J de Julien, il le faisait toujours comme ça, avec une grande boucle. C'est vraiment lui qui a dessiné ça. » « Madame Mercier, demande Renard, vous souvenez-vous si Julien avait accès au sous-sol le jour de sa disparition? Est-ce qu'il aurait pu descendre dessiner sur ce mur ?» Claire réfléchit intensément.
fouillant dans ses souvenirs de cette journée atroce. « Je ne sais pas, finit-elle par dire. J'étais au sous-sol vers 11h30 pour trier des affaires. Julien était dans sa chambre avant ça. Je suppose qu'il aurait pu descendre après que je sois remonté, mais pourquoi? Et comment aurait-il eu le temps de dessiner ça avant de disparaître? Et ce dessin en particulier, continue Renard. Cette maison avec les silhouettes, ça vous évoque quelque chose? Est-ce que Julien dessinait souvent ce genre de scène? Marc prend la parole pour la première fois. Julien dessinait beaucoup des maisons. C'était un thème récurrent chez lui. Des maisons, des arbres, parfois des personnages très simples. Mais je ne me souviens pas d'un dessin spécifiquement comme celui-ci. Et les mots « Julien est ici » demande Renard. Est-ce qu'il écrivait souvent son nom sur ses dessins? Parfois, répond Claire. Quand il était content d'un dessin, il signait son nom en haut. Mais la phrase complète « Julien est ici », non, ce n'est pas habituel. L'interrogatoire se poursuit pendant près de 2 heures. Renard fait repasser à Claire et Marc tous les événements de cette journée d'août 1983, cherchant des détails qu'ils auraient pu oublier, des incohérences, n'importe quoi qui pourrait éclairer la situation sous un nouveau jour. À 14 heures, Renard reçoit un appel de l'équipe qui est rue des Tables Claudiennes. Les travaux de démolition ont commencé dans le sous-sol. Ils ont retiré le carrelage, commencé à briser la chape de béton dans le coin nord-est. C'est un travail délicat. Ils doivent aller assez profondément pour vérifier l'anomalie détectée par le radar, mais ne peuvent pas risquer de détruire des preuves potentielles. « On a trouvé quelque chose », dit la voix à l'autre bout du fil. Le ton est grave, tendu. « Vous devriez venir. » Renard, accompagné d'un collègue, se précipite rue des Tables Claudiennes. Claire et Marc demandent à venir aussi. Renard hésite, puis accepte. « Mais vous restez à l'extérieur de la maison », précise-t-il. « Quoi qu'on trouve, vous ne pouvez pas entrer sur la scène. Promettez-moi. » Ils promettent et montent tous dans la voiture du lieutenant. Le trajet jusqu'à la Croix-Rousse se fait dans un silence pesant. Claire serre la main de Marc, un geste qu'ils n'ont pas eu depuis des années. Quand ils arrivent, rue des Tables Claudiennes, plusieurs véhicules de police sont garés devant la maison. Un périmètre de sécurité a été établi. Renard entre dans la maison, descend au sous-sol. L'équipe de démolition a creusé un trou d'environ 1 mètre de profondeur dans le coin nord-est. Au fond du trou, partiellement dégagé de la terre et des gravats, il y a une petite valise en cuir marron, ancienne, couverte de moisissures. « On ne l'a pas ouverte », explique le chef d'équipe. « On a pensé que vous voudriez être là. » Renard enfile des gants en latex. Avec précaution, il fait sortir la valise du trou. Elle est lourde, fermée par 2 serrures métalliques rouillées. Il force doucement les serrures avec un tournevis. Elles cèdent avec un bruit sec. Il ouvre la valise. À l'intérieur, soigneusement plié, il y a des vêtements d'enfants, un t-shirt rouge avec Mickey Mouse, un short en jean bleu, des baskets blanches sales et des sous-vêtements. Tous les vêtements que Julien portait le jour de sa disparition. Sous les vêtements, il y a aussi un carnet à spirale, du genre que les enfants utilisent pour l'école. Renard l'ouvre avec des mains tremblantes. Les pages sont humides, l'encre a bavé par endroits, mais on peut encore lire. Ce sont des dessins, des dizaines de dessins d'enfants, et des mots écrits de la même écriture maladroite que sur le mur. « J'ai peur. Maman, où es-tu? Il fait noir ici. Je veux rentrer. » Le lieutenant Renard sent son estomac se nouer. Il referme délicatement le carnet et remonte du sous-sol. Il doit maintenant faire la chose la plus difficile de sa carrière. Annoncer à Claire et Marc ce qui a été trouvé, sans leur donner de faux espoirs, sans leur révéler tous les détails atroces que sa formation professionnelle lui permet déjà d'entrevoir. Il sort de la maison. Claire et Marc sont là, debout derrière le ruban de police, entourés de quelques voisins et de journalistes qui ont eu vent de l'affaire. Renard s'approche d'eux. Son visage suffit. Claire pousse un cri et s'effondre. Marc la rattrape, mais il est lui-même livide, tremblant. « On a trouvé des vêtements », dit Renard d'une voix qu'il essaie de garder professionnelle. Les vêtements que Julien portait le jour de sa disparition, et un carnet avec ses dessins. Ils étaient enterrés dans le sous-sol.
Les jours qui suivent la découverte de la valise sont une course contre la montre pour reconstituer ce qui s'est vraiment passé le 22 août 1983. Le lieutenant Renard et son équipe travaillent jour et nuit. La presse nationale s'empare de l'affaire. L'enfant disparu était dans sa propre maison depuis le début, titrent les journaux. Mais est-ce vraiment le cas ? Les analyses scientifiques apportent les premières réponses. Les vêtements trouvés dans la valise sont formellement identifiés comme appartenant à Julien. Claire reconnaît le t-shirt Mickey qu'elle lui avait acheté pour son anniversaire. Marc identifie les baskets qu'ils avaient choisies ensemble dans une boutique de sport. Des tests ADN sont effectués sur des cheveux trouvés sur le t-shirt. Ils correspondent à l'ADN de Julien, conservé dans le dossier depuis 1983. Le carnet révèle des informations déchirantes mais cruciales. Les dessins et les messages indiquent clairement que Julien était vivant après sa disparition, qu'il était détenu quelque part où il faisait sombre, où il avait peur, où il appelait sa mère. Les experts en analyse d'écriture confirment que tous les messages ont été écrits par la même main, celle de Julien Mercier. Mais alors, où était-il ? La question hante l'enquête. Si ces vêtements ont été enterrés dans le sous-sol de la maison familiale, cela signifie que quelqu'un y avait accès, quelqu'un qui connaissait la maison, quelqu'un qui a pu entrer et enterrer cette valise sans être vu. Renard fait rouvrir tous les témoignages de 1983. Il reconstitue minutieusement la chronologie. Le 22 août 1983 était un lundi. Claire était seule avec Julien dans la maison. Marc était à Grenoble. Les voisins vaquaient à leurs occupations. Qui aurait pu entrer dans cette maison, enlever Julien et revenir plus tard enterrer ses vêtements? Une piste émerge lorsqu'un technicien analyse la terre trouvée dans la valise et la compare à la terre du sous-sol actuel. C'est la même composition générale, explique-t-il. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Dans la terre de la valise, on trouve des traces de matériaux de construction, du plâtre, du ciment, qui correspondent à des travaux effectués dans la maison en 1984. 1984, un an après la disparition. Renard vérifie les dossiers. C'est monsieur Gérard Arnaud, le premier locataire, qui a effectué quelques réparations dans la maison cette année-là, avec l'accord de Marc Mercier. Des réparations mineures, reboucher des fissures, refaire des joints, rien de majeur. Mais des travaux qui ont généré du plâtre et du ciment. Gérard Arnaud est retrouvé. Il vit toujours à Lyon, maintenant retraité, 68 ans. Quand les policiers sonnent à sa porte le lundi 28 août 2000, il blêmit immédiatement. « Je savais que ce jour arriverait », dit-il simplement. Au commissariat, dans la salle d'interrogatoire, Gérard Arnaud s'effondre rapidement. Il n'a pas la force de nier après 17 ans de secret. « Je ne voulais pas lui faire de mal », commence-t-il, les larmes aux yeux. « Je le jure, je ne voulais pas. » L'histoire qu'il raconte est aussi sordide qu'absurde dans sa banalité. Gérard Arnaud était professeur de mathématiques au collège, où enseignait Claire. Il la connaissait, l'appréciait de loin. Quand il a appris que les Mercier déménageaient et que leur maison serait disponible à la location, il a immédiatement postulé. Il voyait cela comme une opportunité de se rapprocher symboliquement de Claire, une femme qu'il idéalisait sans jamais avoir osé l'aborder directement. Le 22 août 1983, Gérard Arnaud avait déjà visité la maison plusieurs fois avec Marc pour discuter des modalités de la location. Il avait récupéré un double des clés que Marc lui avait confiées temporairement pour qu'il puisse prendre des mesures. Ce jour-là, il savait que Claire était seule avec Julien. Il savait que Marc était à Grenoble. Il savait qu'il déménageait le lendemain. « Je voulais juste la voir une dernière fois avant qu'elle parte », explique-t-il d'une voix brisée. « Je suis passé devant la maison vers 11h15. La porte de derrière, celle qui donne sur le jardin, était entr'ouverte. J'ai pensé que je pouvais juste entrer rapidement, dire bonjour, lui souhaiter bonne chance pour le déménagement. Je n'avais pas de mauvaises intentions. Il est entré par la porte du jardin. Il a entendu Claire au sous-sol en train de déplacer des choses.
Il allait l'appeler quand Julien est descendu de l'étage. Le garçon a été surpris de voir un homme dans la maison. « Qu'est-ce que vous faites là ?» a demandé l'enfant. Gérard, pris de panique à l'idée que Julien crie et alerte sa mère, a mis sa main sur la bouche de l'enfant. « Juste pour qu'il se taise, insiste-t-il. Juste le temps que je m'explique. » Mais Julien s'est débattu, a essayé de mordre. Dans sa panique, Gérard l'a serré trop fort, l'a tiré vers la porte de derrière et sorti dans le jardin. « Je ne savais plus quoi faire, » continue-t-il. « Si je le lâchais, il allait crier, sa mère allait venir, tout le monde saurait que j'étais entré illégalement dans la maison. Ma carrière serait finie, ma vie serait finie. » Alors j'ai continué à le tirer. Il y a un petit passage entre deux maisons au bout de la rue, je l'ai emmené par là. J'avais ma voiture garée dans la rue parallèle. Il a mis Julien dans le coffre de sa voiture, une Renault 5 de couleur bleue. L'enfant pleurait, suppliant qu'on le laisse partir. Gérard roulait sans savoir où aller, terrorisé par ce qu'il venait de faire. Il a finalement conduit jusqu'à sa propre maison, un petit pavillon qu'il possédait dans le quartier de Vèze, à environ 5 kilomètres de la Croix-Rousse. « Je l'ai enfermé dans ma cave, » dit-il, le visage dans les mains. Je me disais que j'allais réfléchir, trouver une solution, que peut-être je pourrais le déposer quelque part, le laisser partir en lui faisant promettre de ne rien dire. Je ne sais pas, je n'arrivais plus à penser clairement. Julien est resté enfermé dans cette cave pendant 3 jours. Gérard lui apportait de la nourriture, de l'eau. Il lui avait donné un carnet et des crayons pour l'occuper, pour qu'il arrête de pleurer. Il dessinait sans arrêt, se souvient Arnaud. Il dessinait sa maison, ses parents, lui-même. Il écrivait des messages. J'ai lu ce qu'il écrivait et ça me déchirait, mais je ne savais pas comment sortir de cette situation. Le 3e jour, le jeudi 25 août, Gérard est descendu dans la cave avec de la nourriture. Julien était allongé sur le matelas qu'il lui avait donné. Il ne bougeait plus. « Je pense qu'il a fait une crise d'asthme, » dit Arnaud. « Je ne savais pas qu'il était asthmatique. » Sa respiration était devenue très difficile. J'ai pris peur, je suis remonté chercher de l'aide, mais quand je suis redescendu quelques minutes plus tard, il ne respirait plus. Les médecins légistes confirmeront plus tard cette version. Julien Mercier était effectivement asthmatique, un asthme modéré traité par médicaments. Sans son traitement dans un environnement poussiéreux et stressant, une crise sévère était tout à fait possible. L'autopsie, effectuée sur les restes finalement retrouvés, montrera des signes compatibles avec une mort par asphyxie due à une crise d'asthme aiguë. « Je suis devenu fou, » continue Arnaud. « J'avais tué un enfant, pas volontairement, mais qui me croirait? J'ai pris sa dépouille, je l'ai mise dans ma voiture pendant la nuit et je l'ai emmenée loin de Lyon, dans les montagnes, du côté du Pilat. Il y a des forêts denses là-bas, des endroits où personne ne va jamais. Je l'ai enterré sous un chêne, profondément, avec des pierres par-dessus pour que les animaux ne le déterrent pas. Il garde les vêtements de Julien et le carnet. Au début, il ne sait pas pourquoi, peut-être comme preuve de ce qui s'est vraiment passé au cas où il serait un jour accusé. Mais les jours passent, les semaines, les mois. L'enquête piétine. Personne ne le soupçonne. Il emménage dans la maison des Mercier en octobre 1983, comme prévu. Vivre dans cette maison était un cauchemar, confie-t-il. Je voyais Julien partout, j'entendais ses pleurs. En 1984, j'ai décidé d'enterrer ses affaires dans le sous-sol, sous le sol en béton. J'ai profité de faire quelques réparations pour creuser un trou, y mettre la valise avec ses vêtements et son carnet, puis tout reboucher. Je me disais que comme ça, une partie de lui serait retournée dans sa maison. Mais pourquoi le dessin sur le mur? C'est la question que tout le monde se pose. Gérard Arnaud explique, le dessin était déjà là quand j'ai emménagé. Je ne l'ai découvert qu'en 1986, quand un coin du papier peint s'est décollé à cause de l'humidité. J'ai vu le dessin et j'ai compris. Julien avait dû le dessiner le matin de sa disparition, peut-être quand sa mère était au sous-sol. Il avait dessiné sa maison, ses parents, et lui à l'extérieur, derrière un mur, comme s'il pressentait ce qui allait arriver. Et il avait écrit « Julien est ici », comme pour marquer sa présence dans cette maison. Les psychologues qui analysent de plus tard le dessin ont une interprétation moins mystique.
Il est probable que Julien, ce matin-là, avait simplement dessiné une scène banale qu'il voyait, peut-être lui-même depuis la fenêtre du sous-sol, séparé de ses parents par un mur. Le message « Julien est ici » était sans doute juste une manière de signer son œuvre, d'affirmer sa présence. Aucun pressentiment, aucun appel à l'aide prophétique, juste un dessin d'enfant qui, rétrospectivement, prend un sens tragique. Gérard Arnault, voyant ce dessin, a été terrorisé à l'idée que quelqu'un d'autre le découvre. « J'ai immédiatement recollé le papier peint, dit-il. J'ai fait très attention à ce que personne ne s'approche de ce mur. Quand je suis parti de la maison en 1987, j'étais soulagé que le dessin soit resté caché. Il a vécu pendant 13 ans avec ce secret, poursuivant sa carrière de professeur, vivant une vie apparemment normale. Mais je n'ai jamais été normal, admet-il. J'ai fait une dépression en 1989. J'ai pensé au suicide plusieurs fois. Chaque fois que je voyais un enfant de l'âge qu'aurait eu Julien, je pensais à lui. Je suis devenu un homme brisé. Gérard Arnault est arrêté et inculpé d'enlèvement, séquestration et homicide involontaire sur mineur. Il guide les enquêteurs vers l'endroit où il a enterré Julien dans les montagnes du Pilat. Après 2 jours de recherche dans une zone forestière dense, les restes de Julien Mercier sont retrouvés le 1er septembre 2000, exactement 17 ans et 10 jours après sa disparition. L'identification formelle est effectuée grâce au test ADN. Claire et Marc peuvent enfin organiser des funérailles. Le 5 septembre 2000, dans le cimetière de Loyasse à Lyon, Julien Mercier est inhumé. Des dizaines de personnes sont présentes, familles, anciens voisins, policiers qui ont travaillé sur l'affaire et de nombreux inconnus touchés par cette histoire tragique. Claire et Marc se tiennent côte à côte devant la petite tombe. Ils ne sont plus un couple depuis 12 ans, mais ce jour-là, ils partagent leur douleur comme ils l'ont toujours fait. « Au moins, nous savons maintenant », murmure Claire. « Au moins, il peut reposer en paix. » Marc ne répond pas, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Le procès de Gérard Arnault a lieu en mars 2001. Son avocat plaide l'homicide involontaire et les circonstances atténuantes. Arnault n'avait pas l'intention initiale de faire du mal à Julien. La mort de l'enfant était accidentelle. Il a vécu avec un remords écrasant pendant 17 ans. Le procureur, lui, insiste sur la séquestration, sur les 3 jours d'agonie psychologique que Julien a vécu dans cette cave, sur le fait qu'Arnault a choisi de cacher son crime plutôt que d'appeler les secours quand l'enfant a fait sa crise d'asthme. Le tribunal condamne Gérard Arnault à 22 ans de réclusion criminelle pour enlèvement, séquestration et non-assistance à personne en danger ayant entraîné la mort. Il ne sera jamais libéré. Il meurt en prison en 2008 à l'âge de 76 ans d'un arrêt cardiaque. Pour Claire et Marc, la découverte de la vérité est à la fois un soulagement et une torture renouvelée. Pendant 17 ans, ils ont vécu avec l'incertitude, imaginant toutes les possibilités, espérant contre toute raison que Julien pourrait être encore vivant quelque part. Maintenant ils savent. Leur fils est mort 3 jours après sa disparition, à quelques kilomètres de chez eux, enfermé dans une cave, appelant sa mère qui ne pouvait pas l'entendre. Le pire, confie Claire lors d'une interview des années plus tard, c'est de penser qu'il a dû se sentir si seul, si abandonné. Il pensait peut-être que nous ne le cherchions pas, que nous ne voulions pas le retrouver. Il ne pouvait pas savoir que nous retournions ciel et terre pour lui. Claire ne retourne jamais enseigner. Elle vit modestement de sa pension d'invalidité, passant beaucoup de temps dans des associations d'aide aux familles d'enfants disparus. Elle dit que c'est sa manière d'honorer la mémoire de Julien, aider d'autres parents à ne pas vivre ce qu'elle a vécu. Marc, lui, s'éloigne progressivement de Lyon et de tout ce qui lui rappelle cette période. Il prend sa retraite anticipée en 2005 et s'installe dans un petit village de Haute-Savoie, près de la frontière suisse. Il vit seul, cultive un potager, fait de longues randonnées en montagne. Il ne parle presque jamais de Julien, sauf une fois par an, le 22 août, quand il fait le voyage jusqu'au cimetière de Loyasse pour déposer des fleurs sur la tombe de son fils.
Amélie Fontaine finit par terminer la rénovation de la maison, rue des Tables Claudiennes, mais elle ne s'y sent jamais vraiment chez elle. Elle la revend en 2003. Les acheteurs suivants ne restent que 2 ans avant de la remettre en vente. La maison acquiert une réputation dans le quartier, une histoire qui pèse sur elle. En 2010, elle est finalement démolie pour laisser place à un petit immeuble moderne de 4 appartements. Madame Durand, la voisine qui a vu Claire paniquer ce jour d'août 1983, décède en 2004. Monsieur Garnier, l'épicier, meurt en 2007. Les témoins de cette époque disparaissent progressivement, emportant avec eux leurs souvenirs de ce jour tragique. Le lieutenant Renard, qui a résolu l'affaire, poursuit sa carrière dans la police jusqu'à sa retraite en 2015. Il dit que l'affaire Mercier a été la plus difficile et la plus importante de sa carrière. On ne résout pas vraiment ce genre d'affaires, confie-t-il. On découvre juste la vérité, et la vérité est rarement réconfortante. Mais les familles ont besoin de savoir, même quand savoir fait mal. L'affaire Julien Mercier devient un cas d'école dans les formations policières, illustrant l'importance de fouiller exhaustivement les scènes de crime, de ne négliger aucun détail, même derrière un papier peint. Elle illustre aussi comment un individu apparemment normal, un professeur respecté, peut commettre l'irréparable dans un moment de panique, puis vivre avec ce secret pendant des années. Des années plus tard, en 2018, un journaliste d'investigation publie un livre détaillé sur l'affaire, Le dessin caché, l'affaire Julien Mercier. Le livre devient un succès, ravivant l'intérêt médiatique pour cette histoire tragique. Claire refuse toutes les interviews, mais Marc accepte d'en donner une, sous condition d'anonymat. Dans cette interview, il dit quelque chose qui résume peut-être le mieux cette affaire. Les gens pensent que la vérité vous libère. Parfois, la vérité vous enchaîne encore plus fermement à votre douleur. Mais malgré tout, je préfère savoir. Au moins, je peux parler à Julien maintenant. Je sais où il est. Le dessin de Julien, celui découvert par Amélie Fontaine sur le mur du sous-sol, a été soigneusement documenté et photographié avant que la maison ne soit démolie. Les photos sont conservées dans les archives judiciaires. Claire a demandé et obtenu une copie de ces photos. Elle garde l'une d'elles encadrée dans son salon. Le dernier dessin de son fils, un message involontaire qui aura attendu 17 ans avant d'être découvert, ouvrant enfin la voie à la vérité. Aujourd'hui, plus de 20 ans après la résolution de l'affaire, Julien Mercier n'est plus seulement un nom dans un dossier judiciaire ou un cold case mystérieux. Il est redevenu ce qu'il aurait toujours dû rester, un petit garçon de 8 ans qui aimait dessiner, qui avait toute sa vie devant lui, et dont l'existence a été brutalement interrompue par les actions égoïstes et paniquées d'un homme qui n'a jamais trouvé le courage de faire ce qui était juste. Cette affaire nous montre comment les secrets les plus terribles peuvent rester cachés pendant des décennies, parfois littéralement sous nos yeux, derrière un simple papier peint. Elle nous rappelle aussi que derrière chaque disparition inexpliquée se trouve une famille détruite, des vies suspendues dans l'incertitude, et une douleur qui ne s'apaise jamais vraiment, même quand la vérité est finalement découverte. Qu'en pensez-vous? Avez-vous remarqué les signes tout au long de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette investigation approfondie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également à ce genre de cas tragique mais révélateur de la complexité humaine.